The Matrix, trilogie cinématographique de genre SF cyberpunk, a changé radicalement la façon de faire du cinéma. En effet, les frères Andy et Lana Wachowski, les duos de réalisateurs de Chicago, n'ont pas seulement créé quelque chose d'extraordinaire au niveau cinématographique, mais ils ont même donné la vie à une métaphore, à travers laquelle on peut réfléchir sur les mots du monde. Les trois longs métrages de Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions racontent l'histoire de Neo, un jeune hacker qui, grâce à Morpheus et Trinity, découvre de vivre de son essence dans la matrice, un monde virtuel fictif créé par les machines, après leur rébellion contre les humains qui les créèrent au XXIe siècle. Dans la matrice, les machines ont condamné à l'esclavage la race humaine et l'exploitent pour survivre. Arrivé dans le monde réel, le jeune homme devient membre de la dernière résistance, composée par les hommes et les femmes libérés par la matrice, pour accomplir son destin. Devenir l'élu, le seul humain capable de manipuler la matrice et conduire l'humanité vers la libération et la victoire. Après des alternées péripéties, tout terminera avec la bataille finale entre Neo et Smith, un des programmes antivirus de la matrice connus comme les agents, devenu pendant ce temps un duo terrifiant et l'obsessive némésie de l'élu. Seulement grâce à son sacrifice, Neo obtiendra la paix désirée entre les deux races. Si d'un coup d'œil, les très nombreux messages culturels implicites et les techniques artistiques utilisées dans les trois films semblent être seulement une manière de faire spectacle, comme Hollywood a nous bien habitués avec ses typiques triomphes d'effets spéciaux et les luttes d'arts martiaux, on sera très stupéfait en constatant qu'ils en réalité sont plus que des simples moyens cinématographiques utilisés par deux cinéphiles passionnés comme les Wachowski. Sûrement un des exemples les plus clairs de ce type de message en direct est celui concernant l'utilisation des couleurs de fond différentes par tous les autres films de ce genre. De fait, les trois couleurs principales sont le vert pour la matrice, le bleu est la couleur du monde réel et de Sion, la dernière ville libre des humains construite à proximité du centre de la Terre. Enfin, il y a le jaune, avec des nuances d'orange, pour le monde des machines, c'est-à-dire 01, la capitale des robots dans le monde réel en Irak. Les frères Wachowski ont choisi le vert pour la matrice puisqu'il, en psychologie, symboliserait la décadence, l'affliction, indiquant quelque chose de malsain. Donc un choix approprié pour la matrice, un monde fictif créé pour mettre en cage les êtres humains, tenus dans un état de profonde décadence physique et mentale dans les capsules, les boîtes noires qui les relient à la neurosimulation interactive à travers une connexion cérébrale. Au contraire, le bleu a été choisi comme l'emblème du monde réel parce qu'il est la couleur du bien-être et de la paix intérieure, spirituellement associée au ciel et à la mer, et donc choisi comme la couleur de la réalité. Parce qu'il représente la liberté de découverte des humains par la matrice et l'emprisonnement des machines, finalement libres de retrouver eux-mêmes. Enfin, et surtout, le jaune orange est devenu la représentation des machines et spécifiquement la seule couleur visible par l'œil de l'esprit de Neo, après avoir été aveuglé par Bane dans la troisième film. Parce qu'en psychologie, il symbolise exactement l'esprit, ainsi que de la clarté de la peur. En effet, l'élu, à travers son esprit, observe clairement ce qui une fois était obscur. Naturellement, comme il arrive pour toutes les règles existantes, il y a des exceptions. Dans plusieurs scènes, particulièrement dans celle où il y a l'oracle et les méromigènes, deux des trois programmes humanoïdes les plus puissants de la matrice, il est possible de s'apercevoir, à travers les pouvoirs de Neo, comment beaucoup de fois le jaune se mélange avec le vert, à démonstration du fait que les pouvoirs de ces programmes transcendent la matrice, en les rendant presque égaux aux machines auxquelles ils sont subordonnés. De plus, dans quelques zones de la matrice, comme dans la pièce de l'architecte, le troisième et dernier programme tout-puissant et créateur de la matrice elle-même sur les ordres des robots, ou dans les mondes hyper-virtuels comme les Mobilab, un lieu de passage entre la matrice et les mondes réels, et dans les programmes d'entraînement virtuel utilisés par les humains libérés pour se préparer à faire face aux risques de la neurosimulation, la couleur blanche est bien visible. C'est parce qu'en psychologie, cette couleur est le symbole de la confiance et de l'espoir. Donc, les mondes hyper-virtuels sont des lieux où la réalité et l'irréalité se fusionnent pour donner de l'espoir à ceux qui croient à un monde meilleur, comme Sati, la fille du programme Ramachandra dans les Mobilab, et de la confiance dans ses capacités et ses moyens, comme les humains avec leur programme d'entraînement et enseignement.
Ces choix artistiques de Wachowski pour la trilogie se basent essentiellement sur le spectre des couleurs, en les assignant aux différentes factions en jeu, et sur les lois newtoniennes concernant un prisme qui, après être traversé par un rayon de lumière blanche, reproduit les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce même arc-en-ciel qui, comme dans la Genèse, représentait le pacte entre Dieu et les hommes à la fin du déluge, dans le dernier film représente l'accord entre Neo et le leader des robots de 01, le Deus Ex Machina, qui conduira après la pluie incessante provoquée par Smith à la paix désirée représentée par le ciel sculpté de couleurs, créé par Satie en l'honneur de Neo. Le deuxième élément essentiel utilisé dans la trilogie des frères de Chicago sont les célèbres messages subliminaux, des stimuli destinés à s'imprimer dans la psyché du destinataire en dessous sa sensibilité perceptible. Les deux réalisateurs méthodiques, des maniaques de la perfection, les ont divisés en 4 types. Messages subliminaux adressés aux humains, messages subliminaux adressés aux agents, messages subliminaux adressés aux humains et aux programmes qui entrent en contact avec le monde mérovingien, et enfin, messages subliminaux numériques. Ils sont utilisés pour des buts et des raisons différentes par les 3 programmes les plus puissants de la matrice, l'oracle, l'architecte et le mérovingien. Le premier type de message subliminaux est envoyé par l'architecte et l'oracle, pas seulement pour faire prendre conscience aux humains encore branchés à la matrice et les pousser à réfléchir et par conséquent à abandonner la neurosimulation interactive afin de continuer la cyclicité éternelle du temps et poursuivre la dure lutte entre Sion et 01, mais aussi pour faire comprendre à Neo son importance et son but, c'est-à-dire de se sacrifier pour le bien des machines et des hommes, les deux menacés par l'incontrôlable Smith. Les messages adressés aux agents sont utilisés par l'architecte pour pousser ces hommes des mains à modifier leurs actions de routine comme gardiens de la matrice en cas de danger pour le système, comme l'intrusion des rebelles passions. Ce n'est pas tout. Ces messages sont importants même pour Smith, bien qu'il à partir du deuxième film n'est plus un agent mais un virus, et pour Cypher, les traîtres du groupe des rebelles menés par Morpheus, pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels, au détriment de la résistance. En ce qui concerne les mérovingiens, ce message essaie d'attirer les plus adeptes possibles dans son monde crypté, caché aux yeux de tout ce qui se trouve dans la matrice elle-même. En effet, après qu'il s'est rebellé aux machines, il a préféré de rester dans la matrice et continuer à accroître son pouvoir en révélant aux humains encore branchés la vérité sur leur esclavage bien caché et offrant un programme obsolète un moyen d'échapper à l'effacement, obtenant donc des avantages de toutes sortes, comme par exemple de larges groupes de programmes monstres devenus ces hommes de main. Enfin, les messages subliminaux numériques s'adressent essentiellement à Neo, à sa compagne Trinity et au mauvais Smith. Après des observations attentives pendant la vision de la trilogie, on peut bien s'apercevoir de l'omniprésence du nombre 101 dans plusieurs scènes situées dans la matrice. Il symbolise l'élu et, en même temps, la lutte éternelle entre Neo, le nombre 1, et Smith, le 0 qui nous tue. Seulement grâce à Trinity, représentée par le nombre 303, Neo, le nombre 101, deviendra le triple de soi-même et sera finalement capable de battre le mal et apporter la paix. Mais la trilogie de Matrix n'est pas seulement un mélange de techniques et choix artistiques très articulés. Elle transmet des concepts théologiques et philosophiques qui poussent à réfléchir et à comprendre comment améliorer eux-mêmes et le monde environnant. Par exemple, le gustinisme, le mouvement théologique chrétien de Saint Augustin d'Hippone, perpétré après sa mort par Saint Bonaventure de Bagnoregio, donne de l'importance à la relation, en commençant par la Trinité, composée par le Père et le Fils, unis par l'amour du Saint-Esprit, pour arriver de la trilogie à l'importance de la relation entre Trinity, un homme avec un clair appel chrétien, et Neo, uni par l'amour qui peut tout faire, même terminer une guerre séculaire, comme en effet il arrivera à travers le livre, plein d'amour pour une femme qui lui a tout donné, après avoir sacrifié sa vie pour aider les jeunes hommes à atteindre 01 et obtenir la paix avec le Deus Ex Machina en battant Smith. D'un autre côté, en ce qui concerne le gnosticisme, les frères Wachowski ont prêté une grande attention au parallélisme entre les mythes cosmologiques gnostiques et l'histoire de la guerre entre les hommes et les machines, racontée dans la seconde Renaissance, un des courts-métrages animés regroupés dans la collection connue comme Animatrix. En effet, dans les mythes est racontée la création des éons, des corps célestes couplés et générés par les propères, une divinité mystérieuse et inconnaissable, et comment un de ces éons tomba à cause de sa vanité, en causant la naissance d'un monde mauvais, dans lequel les hommes sont prisonniers de la matérialité des choses, tenus en échec par les méchants démiurges et les archons, ses collaborateurs.
De façon similaire, dans la trilogie, l'humanité est tenue en esclavage dans la matrice à cause de la création des robots, et elle est forcée par les Deus Ex Machina, les démiurges des machines, et ses subalternes, c'est-à-dire les machines, qui symbolisent les archons, à vivre dans ces mondes mauvais. Voilà les premiers avertissements de Wachowski pour les spectateurs. Les défauts des humains peuvent causer des dommages très graves, même perpétuels, si on ne les met pas à l'abri pour éviter des catastrophes indicibles. Si l'on pense aux nombreuses similarités philosophiques, c'est immédiatement clair comment beaucoup de philosophes ont influencé les duos des réalisateurs pendant la production de la trilogie. On doit seulement penser à la célèbre allégorie de la caverne de Platon et de comment les hommes de la parabole se leurrent en croyant que les ombres réfléchies sur les murs devant eux représentent vraiment la réalité, comme le font les humains encore branchés à la matrice. Les théories du surhomme de Nietzsche montrent l'importance de se libérer par les illusions qui poussent l'homme à s'unifier à la masse, et de se libérer par la matrice pour comprendre réellement sa raison de vie, comme a fait Neo. Mais les philosophes les plus significatifs sont être Jean Baudrillard, auteur de l'essai Simulacre et Simulation, un chef d'œuvre s'élève pour son art critique vers la société contemporaine, complètement dépourvu de valeurs d'un temps et inconsciemment collé à la matérialité, à des simulacres trompeurs et inconsistants. La culture des hackers est bien représentée dans la trilogie. La plus grande partie des humains libérés par la matrice est surtout composée par les cowboys de la console, si définis par William Gibson, un célèbre écrivain cyberpunk aimé par les Wachowski. De fait, les trois films de Matrix soulignent l'ignorance aimée par les mass médias et les gouvernements mondiaux vers ces esprits mais complètement inoffensifs programmeurs informatiques, en les définissant comme la plaie du web. En réalité, ils essaient de défendre l'Internet et ses usagers par les vrais criminels informatiques, c'est-à-dire les crackers, les lamers et les malicious hackers. Cette méprise donne vie aux analogies entre la philosophie hacker et The Matrix. En effet, si Neo est l'hacker qui défend les usagers d'Internet, c'est-à-dire la race humaine, Smith est le cracker qui essaie de détruire tout ce qu'il rencontre sur son chemin. Non seulement les hackers et les internautes ordinaires, mais aussi les webmasters et ceux qui possèdent les pouvoirs virtuels sur le web, dans la trilogie les Mérovingiens, l'Oracle et l'Architecte. La cyberguerre entre les gouvernements mondiaux, mais surtout entre les webmasters et les crackers, va devenir peu à peu un problème croissant. Un jour, il sera possible d'éradiquer l'ignorance et la généralisation à cet égard et de chercher une voie vers la coopération pour détruire les cybercriminels d'une bonne fois pour toutes. Mais à la fin, quelle est la vraie morale de cette trilogie? Les messages principaux que les Wachowski ont voulu transmettre aux spectateurs sont deux. Les premiers concernent l'éventualité, pas très distante, de réussir vraiment à créer, comme supposé par les deux ingénieurs robotiques Hans Moravec et Ray Kurzweil, l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle capable de penser et avoir une propre conscience. Et tout cela pourrait arriver dans peu de temps, en raison des pas de géants faits dernièrement dans les domaines technologiques. Les deux frères de Chicago avertissent l'humanité puisque, quand ceci arrivera, on devra absolument éviter de perdre le contrôle sur telle création, comme il est arrivé dans la trilogie, et surtout éviter de se poser de façon négative vers les possibles produits générés par cette invention. Si les robots de The Matrix se sont rebellés aux humains, il est dû au fait qu'ils ont été exploités comme des esclaves pour accomplir des actions considérées dangereuses et fatigantes pour les humains. Donc, il faut contrôler et pas être contrôlé. Mais surtout, il faut respecter tous les êtres de la planète, qu'ils soient générés naturellement ou artificiellement. D'un autre côté, l'autre message concerne la redécouverte d'une propre conscience et autoconscience. Notre société est devenue peu à peu dépourvue de valeurs, à cause de l'importance croissante donnée à la matérialité des choses, et de la désinformation et hypocrisie continuelle des gouvernements mondiaux, qui nous tiennent en échec à travers les masses médias pilotés, pour ne pas faire savoir la terrible vérité sur des événements de portée planétaire. Les frères Wachowski ne sont pas des conspirationnistes, mais des simples observateurs de la réalité. Et donc, à travers leur trilogie, ils nous communiquent comment il est important de nous libérer de la dépendance aux technologies et aux systèmes, et commencer à nous rendre compte de la réalité qui nous entoure, simplement en cherchant des informations non pilotées et non censurées, comme en effet font déjà les hackers de tout le monde. Seulement de cette manière, on pourra être sûr qu'un jour, si l'IA sera vraiment créée, l'homme, libéré par toutes les formes d'ignorance, réussira réellement à devenir, malgré ses défauts, l'être supérieur, l'élu.